Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de reconversion et de formation. L'intelligence artificielle menace les emplois. Les robots vont remplacer les humains. C'est le discours qu'on nous tient. Mais si on adopte le point de vue du sociologue Antonio Casilli, on découvre une autre réalité pas plus rassurante. La lettre de motivation, grosse prise de tête à l'horizon, sauf si vous suivez les conseils d'Arthur Perticos qui vous donne les clés pour réussir. 500 km de tuyaux alimentent en chaleur les bâtiments publics parisiens. Un réseau souterrain qu'il faut entretenir et réparer pour que tout fonctionne bien. Ce travail invisible mais essentiel, c'est celui de Mario, technicien réseau de chaleur. Ne pas gaspiller et créer des emplois, c'est la bonne recette des confitures rebelles. Rebelles, mais responsables et solidaires. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail, c'est le magazine de l'emploi. La ville se targue de plus de 2000 ans d'histoire et de 4000 restaurants. Lyon, c'est à la fois la culture et l'art de vivre. C'est certainement ce qui rend attractive cette ville qui relie le nord et le sud de l'Europe à 2 heures de Paris et encore moins des rivages de la Méditerranée. Pour comprendre ce qui se passe côté emploi, le mieux, c'est de se rendre sur place. Aujourd'hui, direction la capitale des Gaules, Lyon. La métropole est le moteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le territoire est doté d'un emplacement stratégique entre le nord et le sud de la France. À l'ouest, l'Europe lui ouvre ses portes. Si l'industrie du textile faisait la gloire de Lyon au XIXe siècle, aujourd'hui, la chimie a su redynamiser son économie. Traditionnellement, la vallée de la chimie était un socle industriel où on avait des géants de l'industrie chimique qui s'étalent sur plusieurs communes avec un aspect rive droite, rive gauche. On voit en passant notamment les raffineries. Et aujourd'hui, un quart de la recherche et développement en matière d'industrie est dans la vallée de la chimie sur notre territoire métropolitain. Mais l'industrie reste polluante, un véritable défi écologique pour la métropole. L'enjeu, c'est de pouvoir effectivement construire aujourd'hui une industrie verte, chimie, environnement, avec une implantation de toutes nos clean tech, avec tout cet enjeu effectivement d'appropriation et de mieux vivre pour les territoires cette industrie. Avec ses 1,3 million d'habitants, c'est le deuxième vivier d'emploi après l'Île-de-France, une attractivité qui ne profite pas à tout le monde. On a un paradoxe, c'est qu'on a des métiers en tension dans lesquels on ne peut pas recruter, même s'il y a des offres d'emploi, et qu'on a des personnes qui n'ont pas d'emploi et qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en insertion. Et donc l'enjeu, c'est de permettre de les former et de les accompagner tout au long de leur parcours pour qu'elles puissent s'intégrer dans ces métiers-là. La métropole s'est donné pour objectif d'engager 1000 entreprises dans une démarche d'aide à l'emploi. On a un guichet unique, aujourd'hui, qui est la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. Et donc, quand on veut recruter, eh bien, on s'adresse à cette maison métropolitaine. On est en connexion avec des dispositifs dédiés de charge et liaison entreprise-emploi. On a un engagement de l'entreprise qui peut être un minima ou un maxima. Vous pouvez recruter, vous pouvez faire bénéficier de stages. Première étape de notre road trip, cette fameuse vallée de la chimie située au sud de Lyon. Nous avons rendez-vous avec le groupe Solvay, spécialisé dans les matériaux avancés et la chimie de spécialité. Le groupe est implanté sur le territoire depuis 1863. Ça a été fondé par Ernest Solvay, donc un citoyen belge, qui était amoureux des sciences et qui a élaboré un procédé innovant de synthèse de carbonate de sodium. C'est un produit qui est largement utilisé. Ça a permis de fabriquer du carbonate de sodium plutôt que d'aller le récolter dans les mines. L'accès était difficile et complexe. Le groupe de chimie s'est depuis diversifié. On retrouve leur bicarbonate aussi bien dans nos produits ménagers que dans nos gâteaux. Pour élaborer ces produits, au sein du groupe, on croit dur comme fer à l'alternance, une conviction quasi personnelle. Quand j'étais jeune étudiant, j'ai fait des stages à l'étranger, en Suisse et en Allemagne, qui avaient énormément de formations par alternance. J'ai pu observer ça de près, d'en voir l'efficacité et la puissance. Et ça m'a profondément marqué en tant que personne dans nos métiers de la chimie.
des métiers qui peuvent s'exercer également à l'étranger. On développe justement des chemins de carrière pour les personnes, soit en Europe ou très internationalement, en Inde par exemple, en Corée. Si vous souhaitez intégrer Solvay, le groupe recherche sur leur site industriel des opérateurs fabrication, des techniciens de maintenance, des agents de maîtrise. Et au sein de leur bureau comme fonction support, des juristes, des ingénieurs en informatique, des data analystes. Pour renforcer l'esprit d'équipe, tous les corps de métier sont rassemblés en un seul et même lieu. Nous allons agrandir ce centre de recherche qui est déjà le plus gros de Solvay et on va doubler de taille en apportant déjà au nombre de chercheurs qui sont sur le site 220 autres chercheurs dans des disciplines totalement différentes. Donc ça va enrichir un peu le fonds de compétences de recherche. Et pour ce nouveau centre de recherche, le groupe Solvay recrute déjà des ingénieurs, des projecteurs seniors, des techniciens, des conducteurs travaux, des chefs de projet. Nous terminons notre aventure dans le Rhône avec le géant du jeu vidéo français, Ubisoft. Direction Villeurbanne au sein du tout nouveau studio Ivory Tower. C'est un studio que nous avons fondé à l'origine avec un petit groupe d'amis, de collègues, on travaillait ensemble dans le jeu vidéo et on avait envie de faire bouger les lignes, on avait envie d'amener quelque chose de radicalement neuf, de vraiment innover dans le jeu vidéo. Nous avons toujours aujourd'hui plus d'une vingtaine de postes ouverts et des plans de croissance qui vont nous permettre de plus que doubler la taille du studio dans les 5 ans qui viennent. Travailler dans l'univers du jeu vidéo ne se limite pas à programmer le jeu. Les métiers artistiques et de conception sont également très recherchés. On a aussi énormément de recrutement sur les métiers du graphisme, où là aussi, les métiers sont extrêmement variés, depuis les modeleurs qui vont créer les ressources graphiques, que ce soit les personnages, des véhicules, des éléments du décor, les game designers, qui créent les règles de jeu, qui vont créer les éléments d'interaction, qui vont créer les courses, qui vont créer les missions. Avec l'essor du jeu vidéo en ligne, l'industrie a dû s'adapter à une communauté de joueurs toujours plus exigeante. En interne, on a une salle de Twitch qui va nous permettre, dans notre propre studio, tous les mois, de faire notre émission qui va permettre à l'équipe de parler directement à la communauté. On va aussi bien avoir des analystes qui vont être là pour faire parler les chiffres, comprendre ce que font les joueurs, analyser. Pour postuler, votre diplôme ne fait pas tout. Vos créations sont votre CV. Un animateur qui arrive avec 30 secondes de vidéo extrêmement convaincante, bah voilà, il a son book, il est là. Un illustrateur, on va lui demander d'arriver avec ce qu'il a pu produire à l'école et en dehors de l'école. Si le gamer qui sommeille en vous souhaite rejoindre Ubisoft, l'entreprise recrute des programmeurs, un live opérateur manager, des artistes techniques, un directeur artistique, des levels et des cinématiques artistes, des game designers, des concepteurs de niveau. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Les mots qu'on emploie pour parler d'emploi sont parfois abstraits, compliqués ou alambiqués. Vous me suivez? Pour que tout soit clair, il faut les décoder. Et c'est ce qu'on fait dans CQFD. CQFD, ce qu'il faut décoder. Grosse journée, votre boulot est vraiment pénible, mais est-ce assez pour le faire valoir sur votre C2P? Allons bon, mais qu'est-ce que c'est? Le C2P est un compte professionnel sur lequel vous pouvez cumuler des points en fonction de votre activité et surtout de sa pénibilité. C'est le deuxième P. Travailler avec un collègue de travail pénible n'est pas pris en compte dans l'évaluation de la pénibilité, même s'il est très pénible. La pénibilité est définie par des facteurs précis de risque pour la santé. Elle peut être reliée au rythme de travail, c'est le cas du travail de nuit, du travail en alternance, comme les 3-8, ou encore d'un travail répétitif lorsque l'on refait un même geste à une fréquence élevée. La pénibilité peut être aussi due à un environnement physique, dit agressif, quand on est soumis au bruit, à des températures extrêmes ou à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Au-delà de certains seuils d'exposition, l'employeur fait une déclaration pour chaque employé concerné qui chaque année cumule automatiquement des points sur son C2P. Ils sont calculés en fonction de son âge et du nombre de facteurs de risque auxquels il est soumis. L'objectif de ces points est de permettre aux salariés de réduire l'activité professionnelle qu'il expose à des facteurs de risque, et cela de 3 manières. En profitant d'heures de formation financées pour se reconvertir dans une activité moins pénible,
en faisant valoir des jours de travail à mi-temps sans perte de salaire, en convertissant ces points en trimestres pour obtenir un départ à la retraite anticipée. C'est QFD. Le travail pénible, c'est bientôt fini, nous disent les chantres de l'IA, l'intelligence artificielle. Et c'est, paraît-il, le travail tout court qui risque de disparaître quand les robots auront pris nos places. Le point de vue d'Antonio Casilli, sociologue et enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech, est très différent. Dans son livre « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic », il décrit d'autres conséquences de l'intelligence artificielle sur notre travail. Et pas de science-fiction ici, elles impactent déjà nos vies. C'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Bonjour Antonio Casilli. Bonjour. Alors dans votre livre, vous expliquez que l'intelligence artificielle, alors ce n'est pas plus de robots et moins de travail pour les humains, mais au contraire, plus de travail. Comment c'est possible ça ? Plus de travail, mais il faut bien s'entendre sur le type de travail. Finalement, quand on parle de robots aujourd'hui, on parle de machines qui communiquent. Machine qui collecte des données et qui traite ces données. Finalement, quelqu'un doit enseigner à la machine à détecter, comprendre, interpréter ces données. Et ce quelqu'un n'est pas la personne qu'on imagine souvent derrière l'écran, donc n'est pas un ingénieur, n'est pas un sublime du code, n'est pas une personne qui a une compétence informatique. Très souvent, il s'agit de personnes comme vous et moi qui interprètent ces données, les annotent et qui sont plutôt des ouvriers du clic. Il faut donner à ces machines énormément d'exemples et qui produisent ces exemples des êtres humains. Donc des micro-tâches avec des micro-salaires. Et même pas des salaires à proprement parler. C'est des personnes qui sont très souvent payées à la pièce. Personnellement, j'ai vu des tâches au Pakistan qui étaient payées 0,0001 centime. Il s'agit de regarder des images et encore une fois dire si sur ces images il y a un passage piéton. Et ça sert à quoi par exemple ? À entraîner un robot de type particulier, un robot sur roue qu'on appelle un véhicule autonome. Mais alors justement, qui sont les entreprises qui font appel à ces travailleurs du clic ? C'est des entreprises qui doivent automatiser des processus. Donc finalement, et c'est une mauvaise nouvelle, n'importe quelle entreprise. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise est soumise à l'injonction de réussir sa transformation numérique. Le problème est qu'il ne faut pas critiquer l'automation en tant que telle, il faut critiquer une automation qui ne dit pas son nom, qui se présente comme entièrement automatisée, alors qu'en réalité, elle doit toujours s'appuyer sur du travail humain. Et tant qu'on n'arrive pas à reconnaître ce travail humain, on aura un problème qui est un problème non seulement de reconnaissance de ces travailleurs, mais aussi un problème de sous-estimation de tout un tas de risques qui sont liés à ce travail du clic. Et nous, on a par exemple interviewé des personnes qui s'interrogeaient vraiment sur l'éthique de ce qu'ils étaient en train de faire. Ça sert à quoi la reconnaissance faciale ? Pour quel état suis-je en train de faire ça ? Ou l'entraînement des robots militaires. Ça, c'est des problèmes qui, doivent vraiment être traités, doivent être abordés. Alors, vous nous parlez des pays en voie de développement pour ces travailleurs du clic, mais en France, est-ce que vous en avez rencontré ? Au fait, on vient de terminer la première enquête française vraiment spécialisée sur le microtravail en France. Et le chiffre est assez important. Vraiment, on parle de 266 000 personnes qui microtravaillent. Donc le microtravail, qui a souvent été présenté comme un phénomène qui concernait surtout les pays en développement ou les pays émergents, commence à devenir un enjeu même dans les pays comme la France. Quand vous avez par exemple à introduire sur le marché français une enceinte connectée qui parle français, et vous avez besoin de personnes qui enseignent à cette enceinte connectée, en employant par exemple, des expressions idiomatiques de chaque ville ou de chaque région, avec des accents différents, et donc cela demande énormément de microtravail. Quel est le profil de ces microtravailleurs en France ? On parle d'abord d'une majorité de microtravailleuses, 56% c'est des femmes entre 25 et 44 ans, et en plus des femmes qui ont des enfants, au moins un enfant ou plus, et qui ont souvent, jusqu'à 60% de ces femmes, un autre travail à côté. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça sur le futur marché de l'emploi, des transformations à venir ? On est face à un dérèglement de toute forme de protection. Après, on peut se demander, que peut-on faire pour imaginer une autre intelligence artificielle et une autre automatisation, finalement un autre paradigme de l'automatisation qui nous permette par exemple d'abord reconnaître ce travail
Et finalement aussi... C'est pas un peu utopique, ça ? C'est pas si utopique que ça, parce que si vous regardez par exemple ce que certains corps intermédiaires sont en train de réaliser, je pense par exemple à certains syndicats allemands qui ont déjà mis en place des plateformes pour protéger les travailleurs travailleurs du clic. Et il y a aussi énormément d'initiatives qui sont des formes de auto-organisation des travailleurs et des travailleuses même du clic, et qui cherchent par exemple à travers des litiges, à travers des formes d'organisation qui ressemblent à des guildes, donc de se faire entendre. Merci beaucoup Antonio Casilli d'être venu nous rendre visite. Je rappelle le titre de votre livre, En attendant les robots, et c'est publié au Seuil. Quand on recherche un emploi, la lettre de motivation est encore et toujours un passage obligé. Il existe des modèles prêts à envoyer sur Internet, mais pour que la vôtre ne ressemble justement pas à celle d'un robot et sorte du lot, il y a les conseils d'Arthur Perticoz. Pour moi, la lettre de motivation a toujours été une galère. Ce qui m'a sauvé, les quelques conseils simples de ma mère, et ils ont fait leurs preuves. Première règle, le maître mot de la lettre de motivation, c'est la personnalisation. 8 lettres sur 10 sont des modèles copiés sur Internet. Le recruteur les connaît par cœur, oubliez. Règle numéro 2, détendez-vous. Une lettre de motivation, ce n'est pas un roman. 15 lignes suffisent largement si elles sont efficaces. Est-ce que vous liriez 50 lettres de plusieurs pages par jour? Règle numéro 3, la structure en 3 parties a fait ses preuves. Je, qui je suis, ce que j'ai fait, où je vais. Vous, l'entreprise, ses besoins, ses objectifs. Et nous, pourquoi je et vous sont faits pour se rencontrer. Le recruteur y trouve son compte, il faut juste la personnaliser. Tout ça nous amène à la règle numéro 4. Donnez des exemples concrets qui montrent comment vous avez utilisé vos compétences par le passé. Je suis motivé, organisé, je sais gérer une équipe, c'est facile, tout le monde peut le dire. Avec 12 ans d'expérience comme directeur, j'ai appris à gérer les tâches quotidiennes, à superviser les employés de manière efficace. Ça, seul celui qui l'a fait peut le revendiquer, c'est votre expérience. Et règle numéro 5, le CV dit ce que vous avez fait, la lettre de motivation explique pourquoi. Pourquoi cette formation, pourquoi ces expériences peuvent vous être utiles et enfin, pourquoi vous postulez aujourd'hui dans cette entreprise. Un petit conseil encore, soyez clair dans la forme, aéré, faites respirer le texte. Quant à l'orthographe, mais vous le savez déjà, irréprochable. Et voilà le travail. Son travail en sous-sol, le plus souvent, n'est pas visible. Pourtant, il intervient sur un réseau essentiel pour la vie des Parisiens. Non, ce n'est pas le métro, mais les 500 km de tuyaux qui permettent de chauffer une grande partie des bâtiments publics de la capitale. Hôpitaux, écoles ou encore logements sociaux. Mais Paris n'est pas la seule ville qui fait appel à ces professionnels. Technicien réseau de chaleur est un métier très recherché et c'est celui de Mario. Je suis agent réseau au chauffage urbain depuis 18 ans. Au départ, je suis plombier chauffagiste dans le bâtiment et suite à une annonce, j'ai postulé pour rentrer au chauffage urbain pour découvrir le chauffage industriel. À dimension humaine, c'est équivalent à un chauffage dans un appartement avec sa chaudière de production d'eau chaude et qui va faire circuler l'eau dans les radiateurs pour pouvoir avoir des calories. C'est la même chose à dimension grande ville. Bon Sébastien, on va à la 6261, on a une alarme sur des purgeurs fuyards. Le métier est assez passionnant, il évolue tout le temps et effectivement le fait d'apprendre tous les jours, le temps passe vite, même au travail. 2 purgeurs FT2000, FT32, un purgeur et le 32. Ce réseau permet d'alimenter en chaleur les 3 quarts de Paris, les hôpitaux, les écoles, les piscines. La particularité, c'est que c'est un réseau de chaleur vapeur. C'est de l'eau de Seine qui est traitée et qui est utilisée pour fabriquer la vapeur dans les centrales et pour alimenter le tronçon réseau. Nous allons aller dans cet ouvrage à la 6261 pour une intervention suite à une alarme. On travaille surtout à l'extérieur, on fait énormément de déplacements. Notre journée consiste à intervenir chez les clients sur des anomalies. Ensuite, on fait du suivi de chantier sur chaussée, en accompagnement avec des entreprises, et de l'intervention et de l'entretien sur nos ouvrages
avec du remplacement de matériel, que ce soit au niveau des purges ou au niveau des vannes de sectionnement. Donc ça, c'était sur un partiel. C'est le sectionnement du partiel? C'était le sectionnement d'un partiel et sur les travaux, ils n'arrivaient pas à étancher, donc ça a été remplacé, hier. Ok, on va contrôler notre purgeur. Au réseau, on est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le soir, la nuit et le week-end, il y a un service d'astreinte en permanence. Au début où on monte l'astreinte, il y a un côté appréhension. On n'est pas spécialement appelé pour des choses qui sont anodines. Donc c'est souvent des appels pompiers. Je ne suis pas quelqu'un de calme, mais par contre sur une intervention, oui, il faut garder son calme. Ne serait-ce que pour ne pas transmettre à la population, je dirais, une peur qui n'a pas lieu d'être. Donc ce qu'on fait, on va dématelasser tous les purgeurs et on fait notre écoute. Un exemple où une canalisation a été coupée par une entreprise malencontreusement, je dirais, sur de la vapeur. Il y a eu un dégagement de vapeur et effectivement, quand on est appelé sur ce genre d'intervention, on se doit de sécuriser l'espace pour que personne ne soit blessé et de prévenir un certain nombre d'équipes pour couper le plus rapidement possible le tronçon concerné. Ouais. On va prendre l'ultra probe et on va écouter les 3 purgeurs sur la sortie pour voir ce qui est fuyard. Ok ? Le fait de travailler en souterrain ne nous autorise pas à travailler seul, pour des raisons de sécurité. Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est de faire le bon geste au bon moment et ne pas faire d'erreur. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Les manœuvres qu'on fait sont très particulières parce que c'est pas anodin et que le danger peut être là. Notre temps de travail est déterminé en fonction de la température de l'ouvrage. C'est-à-dire que la chaleur ambiante qu'il y a dans l'ouvrage peut varier de 30 degrés à 60 degrés. Pour être embauché chez nous, il faut avoir une certaine condition physique. C'est un travail assez pénible. Les matériaux ont évolué sur leur fonctionnement, sur la matière, sur leur poids. Donc le travail devient un peu plus confortable. Oui, allô Christian? Oui, une intervention sur SW22, chambre 527. Ok. J'ai toujours la forme. Ça devient un petit peu plus dur, mais j'ai toujours la forme. Voilà. Sauf que maintenant, je consacre plus à la formation. Transmettre son métier, c'est pour moi très gratifiant. Pour travailler dans notre réseau de chaleur, vapeur, il faut avoir un bac pro thermique. Ensuite, l'apprentissage se fait sur le terrain. Quand un jeune arrive chez nous, il démarre à peu près à 1 800 € brut, mais il a la possibilité d'évoluer, que ce soit au niveau des connaissances de son métier, mais aussi au niveau du salaire. J'aime mon métier parce que je sais que je fais un métier à part. Je ressens que c'est un certain privilège de pouvoir travailler en sous-sol et de savoir qu'on est les seuls à connaître cet endroit. Elles sont souvent le chaînon manquant sur le marché du travail. Chaque semaine, le magazine de l'emploi met en avant des associations et les initiatives solidaires. Rebelle, vous avez peut-être vu dans votre supermarché des pots de confiture de cette marque dont le nom se veut un peu provocateur mais qui est aussi très clair. Le projet vise à rendre de nouveau belle une production de fruits qui aurait dû finir au rebut. Bonjour, je suis Elodie Thème, chargée de communication et de développement commercial pour Rebelle, qui est une association qui porte un atelier chantier d'insertion, qui a 2 activités principales, la production de confitures anti-gaspi, réalisée à partir des invendus de supermarchés, notamment Monoprix, et la mise en place d'actions de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et si ces confitures ont toute leur place dans le magazine de l'emploi aujourd'hui, c'est que l'association est aussi un chantier d'insertion. Aujourd'hui, notre atelier chantier d'insertion accompagne 12 personnes, donc essentiellement des femmes de Seine-Saint-Denis. Donc il y a 10 personnes en cuisine et 2 personnes en logistique, qu'on accompagne pendant 1 an sur les métiers d'agent confiturier et chauffeur-livreur. Pour Djeneb, travailler chez Rebelle a un double intérêt. Cette expérience l'aide à développer des compétences, mais aussi à préparer un projet professionnel plus personnel.
Alors on récolte des fruits, des bananes, des pommes, des pois, et après on les trie, alors on les lave. Alors aujourd'hui j'ai fait des oranges, je les ai coupées, et on peut faire la confiture comme 13 oranges. Ça m'apporte par rapport à mon budget, et tout ça. On voudrait être enseigne dans les écoles, travailler avec les enfants, ça me plaît beaucoup. Et c'est donc le travail de Djeneb, des produits qui évitent le gaspillage, mais aussi qui valorisent les circuits courts que vous retrouvez en rayon. Chaque semaine, on collecte les invendus en fruits et légumes de chez Monoprix. Les fruits arrivent en cuisine et ils sont préparés donc par nos salariés. Et une fois les pots réalisés, on peut les retrouver en vente dans 100 Monoprix d'Île-de-France et une cinquantaine d'autres points de vente type épicerie, boulangerie, hôtel en région parisienne. Donc les collectes arrivent l'après-midi dans nos cuisines à Aubervilliers. Si vous souhaitez contacter Rebelle ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr. L'agenda, ce sont les événements, rendez-vous et bons plans sélectionnés dans toute la France par le magazine de l'Emploi. C'est le moment de prendre un papier, un crayon ou de noter dans votre smartphone. L'armée de terre recrute et apporte des réponses face aux idées préconçues. Elle recèle des métiers aussi différents que nombreux, accessibles à tous les niveaux. Seul prérequis, être de nationalité française, avoir entre 17 ans et demi et 35 ans, et posséder son attestation de participation à la journée défense et citoyenneté. En plus de ne pas connaître la crise, vous pouvez effectuer une belle carrière avec des opportunités constantes d'évolution. Le Forum Emploi Initialis est le dernier à Paris avant les vacances et il met les petits plats dans les grands. Pas moins d'une centaine de postes dans les domaines du commerce et de la vente seront disponibles immédiatement. Plus de 20 entreprises viendront en effet recruter sur place leurs futurs collègues. Votre mission avant le jour J ? Remplir le formulaire et déposer votre CV sur le site, histoire de montrer votre motivation. Du 21 au 23 juin, l'avion des métiers se pose au cœur du 53e Salon du Bourget. C'est plus de 70 exposants et un hall entier dédié à la formation et au recrutement dans le secteur aéronautique et spatial. Une offre complétée par les nombreuses TPE-PME présentes sur le salon et qui elles aussi contribueront à faire découvrir les métiers, les perspectives de carrière et les opportunités de formation. 15 000 embauches sont prévues cette année, des offres que l'on pourra retrouver aussi sur Aéro Emploi Formation, le site du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, accessible toute l'année. Bon vol! Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.